Je voudrais ajouter juste une petite chose avec cette fois ma casquette actuelle de l'Institut international des droits de l'homme, où je travaille avec des amis, notamment Jean-Pierre Becker qui est dans cette salle. Nous faisons effectivement de l'éducation aux droits de l'homme, et je crois que Josiane Bigot a absolument raison. Il faudrait le faire dès la maternelle, dès le CP, etc. Nous avons, parce que René Cassin avait conçu son institut comme ça, c'est plus facile, nous avons un public post-baccalauréat, des étudiants avancés, des élèves avocats, des élèves magistrats, de jeunes fonctionnaires, etc. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que dans ces sessions de formation, que ce soit celles que nous organisons à Strasbourg, ou celles que nous organisons dans différents pays du monde, en Afrique, au Liban, à Haïti, un peu partout dans le monde, et la demande qui nous est faite est croissante, toujours croissante, c'est que justement il y a beaucoup de gens de la société civile, il y a beaucoup de gens des associations, qui d'ailleurs souvent dans leur pays ont du mal à faire leur travail, parce qu'il y a des pays dictatoriaux, très autoritaires, où les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, les membres de la société civile sont mal vus. Et je pense qu'Amnesty International a une grosse expérience mondiale de ce phénomène. Mais ces personnes viennent dans nos sessions de formation pour qu'on leur apprenne un peu quels sont les outils, notamment juridiques, qui vont leur permettre de défendre les droits humains et les personnes qui souffrent. Alors, ce n'est pas uniquement, bien sûr, pour la lutte contre la pauvreté qui nous réunit ce soir, c'est plus général que ça, mais je voulais, une fois de plus, et mon témoignage va dans le même sens que celui d'Izzy Gachet, dire que la société civile, même si elle est minoritaire, même si c'est parfois un petit peu un grain de sable dans un désert, c'est quand même aussi un facteur de sensibilisation, de prise de conscience, et c'est très important. Je vous remercie. On va peut-être conclure. Si vous avez quelques questions, peut-être qu'on a peut-être ça 2-3 minutes. Merci. J'ai une question qui concerne la population rome à Strasbourg et sinon la légitimité, mais la légalité d'une mesure qui a été prise récemment. En quelques mots, le 23 décembre, l'ensemble de la population rome qui se trouvait sur le bidonville du cimetière, près du cimetière Saint-Gall, à Strasbourg-Königshofen, a été convoyée à 12 km d'ici environ, sur un terrain militaire qui se trouve à quelques centaines de mètres du pont Pierre-Fimelin. Ça s'est fait sous l'égide... Bon, je vais parler comme ça. Ça s'est fait sous l'égide de la préfecture du Bas-Rhin et de la ville de Strasbourg. Alors, en quelques mots rapides, la description, il s'agit d'un terrain militaire qui est toujours entouré de barbelés, de différentes barrières métalliques, assez grand. Et à l'intérieur de ce terrain, il y a un autre système de barriérage, et même plusieurs, et près d'un hangar ont été installées une trentaine de caravanes dans lesquelles ces populations sont relogées, et elles disposent d'un certain nombre de services, l'eau, les WC, etc. Et même la Croix-Rouge leur apporte la nourriture sur place. Et il y a à l'entrée un système de gardiennage privé. Alors la question que je me posais, étant donné que ces populations roumaines bénéficient depuis le 1er janvier 2014 de l'ensemble des droits de tout citoyen européen, comme s'ils étaient belges, allemands ou italiens, qu'est-ce qui justifierait le fait de, je vais dire regrouper plutôt que concentrer, de regrouper une population à cet endroit-là sur une base qui manifestement est nationale et ethnique en même temps. Voilà. Bon, évidemment, c'est une question complexe, je n'ai pas tous les éléments du dossier, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent mieux répondre que moi, mais ce qui m'a frappé, c'est que vous avez dit que les Roumains ont les mêmes droits que les autres Européens de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
et que les mesures d'expulsion et de relogement sont intervenues le 23 décembre 2013. Est-ce qu'il n'y a pas là une réponse à votre question? Non, simplement, il y a une Non, je veux politique. dire que si ça a été fait avant que ces droits entrent en vigueur pour les personnes de nationalité roumaine, Mais enfin, oui, avant le 23 décembre, ils avaient, par exemple, le droit de travailler, mais il y avait une liste d'environ 250 métiers qui étaient déposés à la préfecture. Il y a eu, si vous voulez, une libéralisation des droits, c'est-à-dire l'entrée dans le droit commun de n'importe quel citoyen européen. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, comme des Belges, des Allemands. Donc moi, la question qui me turlupine, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui justifie qu'une population, alors je répète, sur une base, parce que c'est des Roumains et ce sont des Roms. Donc qu'est-ce qui justifie, au fond, ce regroupement nationalo-ethnique? Moi, personnellement, je ne suis pas juriste, mais je suis membre d'une association qui, depuis 2-3 ans, lutte sur ce terrain-là, aide les Roms sur les terrains qui existent encore, d'ailleurs les bidonvilles qui existent encore à Strasbourg, et je m'inquiète, il me semble qu'il y a là quelque chose comme une exception. Parce que je m'interroge vraiment sur le statut juridique et politique de ce regroupement. c'est bien possible que la légalité soit douteuse. J'ai bien envie de positiver. Ils étaient déjà ensemble, on n'a pas voulu les séparer. Comme les enfants sous le régime de Vichy. Je dirais par rapport à ça, moi je ne connaissais pas ce dossier-là en particulier. Je pense que tout ça c'est possible à partir du moment où on entretient le sentiment qu'il y a différentes catégories de population, certaines ont moins de droits que d'autres, ou les plus admissibles qu'eux, ou bien, enfin voilà, qui est vraiment une imprégnation dans le discours politique, le discours courant de la société, qu'il y a certaines catégories de personnes qui ont moins de droits que d'autres. C'est les Roms en France, dans beaucoup d'autres pays européens, on retrouve ça dans d'autres situations, en particulier sur la question de pauvreté, de gens qui vivent dans les bidonvilles. Généralement, les pauvres, on ne peut pas les voir, on les cantonne dans des quartiers, les bidonvilles encore plus. Et à partir de là, ça entretient une imagerie courante dans les sociétés que ce sont des quartiers à part, ce sont des gens à part, ils ne sont pas comme moi, ils ont moins de droits que moi, c'est normal, etc., jusqu'à vraiment avoir des situations de clivage où finalement c'est moins grave que ça arrive à des gens comme nous. Moi, ça m'arrive à moi, ça serait quand même très différent. Et donc il y a vraiment un gros travail à faire de terrain au-delà des situations, de voir comment ça se passe. Et nous, à Amnesty, on a régulièrement dénoncé la question des expulsions forcées, en France y compris. C'est vrai qu'on continue un peu sur la parenthèse là-dessus. Quand on n'a pas de statistiques très fines, on estime à 19 000, entre 19 000 et 20 000 Roms en France. Sur une année complète, la LDH a relevé plus de 19 000 expulsions de personnes expulsées en France. Donc ça veut dire virtuellement tous les Roms vivant en France ont à un moment ou à un autre été expulsés au moins une fois. Certains ont été expulsés plusieurs fois. Ce qui montre bien que c'est juste invivable. Et qu'il n'y a pas d'autre recherche de solution que celle-là. Nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est des questions plus longues, sur la question justement d'essayer de déconstruire des préjugés, déconstruire parce que c'est ça à la racine aussi, c'est que s'il y a des préjugés, des stéréotypes, alors tout cela, ça permet d'avoir la construction mentale qui permet tout type de violation, tout type d'abus, d'injustice comme ce que vous décrivez. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est vrai qu'on a un discours plus complexe. C'est vrai que c'est plus facile d'abattre un mur que de le reconstruire derrière. Mais c'est vraiment là, ce à quoi nous appelons après. On peut avoir des initiatives locales qui peuvent être qui peuvent faire changer la donne. Ce qu'on a pu faire, nous, à Amnesty et avec des associations de terrain au Nigeria sur des questions d'expulsion forcée, dans la ville de Port Harcourt, où là on atteint une amplitude des problèmes quand même assez conséquents, parce qu'on travaillait sur des quartiers de Port Harcourt qui représentaient à peu près 400 000 personnes qui étaient passibles d'une expulsion du jour au lendemain en permanence depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment sur des volumes considérables. Tout ça également, c'est le même process que pour les Roms, c'est possible parce que
Ils vivent dans des quartiers qui étaient à la base des marécages, qui ont été viabilisés, mais déjà l'idée que c'était au banc de la ville, dans des zones où personne d'autre ne pouvait aller, ou après, ils se sont installés là, ils ont construit toutes les infrastructures eux-mêmes, donc des gens à part, etc. Donc vraiment un clivage dans la vision de la ville et la vision de la société de cette ville-là en global. Vraiment une distanciation, c'est des gens pas comme nous, c'est des délinquants, etc. Tous les stéréotypes qui peuvent être véhiculés ensuite. On a eu une action assez simple qui était de se cotiser entre différentes sections de l'Amnesty dans le monde pour acheter des espaces publicitaires sur les 2/3 de la flotte de bus de la ville. Sur ces espaces publicitaires-là, on a imprimé des photos avec des messages, des photos des portraits de personnes qui habitaient là-bas, et des photos des portraits de militants d'Amnesty dans toutes ces sections-là, en France, en Suisse, en Angleterre, en Hollande, qui portaient tous le même message: nous habitons là, nous avons des droits. Et ça, voilà, c'est des choses très simples qui peuvent, pour le coup, parler à tout le monde et qui permettent de déconstruire, parce que ça a frappé tout le monde. Les bus, ils n'étaient pas juste dans ce quartier-là, qui d'ailleurs n'avait pas d'infrastructure de transport public. Mais ces bus-là ont été vus pendant 3 mois par tous les gens qui les prennent, et ça les a amenés à se poser des questions, de se dire, mais tiens, pourquoi finalement les gens de Paris disent je défends les droits des gens qui habitent ce quartier-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça amène les gens à se poser plus de questions, à interroger un peu ce qui s'y passe, et tout ça après, beaucoup d'autres initiatives dans plein d'autres pays, de radios communautaires par exemple, qui permettent de faire entendre la voix des gens qui vivent là de façon différente, positive. Et c'est vraiment des actions aussi comme ça qui permettent de compléter des actions de dénonciation et d'arriver à faire avancer les choses. C'est ce que je peux dire par là. Je pense qu'à la base, il y a des situations, des préjugés, des discriminations rampantes qui sont vraiment très enracinées. Et c'est là aussi la racisme. C'est pour ça qu'on insiste un peu tous sur la question de l'éducation, parce que c'est ce qui permet de déconstruire ces schémas-là aussi. Mais l'éducation à tous les niveaux, ce qu'on fait, enfin, ce type de discussion qu'on peut avoir là, les avoir ailleurs, avec d'autres personnes, sortir de nos cercles habituels, je dirais, voilà, on se confronte pas forcément toujours avec des gens qui ont des opinions complètement divergentes. Ben ça permet aussi de faire progresser les choses. On n'est pas forcément face à une majorité, on n'est pas forcément face à 80% de la population française qui est farouchement anti-Rome. On a un certain pourcentage que je ne connais pas de gens qui sont très très visibles, très beaucoup anti-Rome, mais qui ne représentent pas d'autres. Et le problème, c'est que la majorité est silencieuse, elle est silencieuse. Et c'est ça qui pose question. Et c'est ça qu'il faut combattre pour inverser la tendance aussi. Et faire en sorte qu'on soit plus visible. Une question? Une dernière question? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un article sur la pauvreté en Angleterre où on dit que les gens ont faim. Entre-temps, l'Union européenne a supprimé d'1/3 ses crédits pour le programme d'aide alimentaire aux plus démunis pour la période de 2014 à 2020. Ça ne me semble pas une bonne chose, alors qu'on sait que toutes les associations caritatives et humanitaires sont débordées et qu'on manque de moyens. Mais dans le même article, il y avait un encart qui disait que le duc de Westminster faisait autant que 10% des Anglais les plus pauvres. Alors, ma question, c'est est-ce que si la grande pauvreté est une violation des droits de l'homme, est-ce que l'extrême richesse n'en est pas une autre? En tout cas, ça pose la question de la répartition des richesses. Cette question-là n'est pas forcément abordée très publique. Moi, je pense qu'au-delà de cette question-là, moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est pas mon champ, mais je pense que je reviens encore sur cette question de discours et de préjugés, ça a été évoqué tout à l'heure. On a entendu régulièrement des hommes politiques de premier plan, pas forcément extrémistes, mais dénoncer l'assistanat, qui grève les budgets de l'État, désigner les pauvres. Je me rappelle de certains qui parlaient de cancer de la société carrément, enfin, c'est extrême quand même comme imagerie qui est véhiculée, et toujours en accentuant sur l'assistanat, ça pèse, c'est lourd, voilà, ça grève les budgets, on ne peut pas se permettre d'eux, etc.
Mais si vous prenez le temps, et visiblement ces gens-là n'ont jamais pris, si vous prenez le temps d'écouter un peu ce que demandent les plus pauvres, ils ne demandent pas le monde, hein, enfin, la plupart. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, et ça justement grâce à l'Académie en particulier, qui remontent généralement, c'est des gens qui disent je veux être traité comme tout le monde, je veux avoir le même droit, je veux avoir ma dignité. C'est pas une question d'assistanat aussi. Donc, oui, l'accroissement de la précarité, de la pauvreté des clients, de la baisse des subsides des clients, parce que aussi il y a ce discours-là qui passe beaucoup, en disant on peut plus se permettre de. Sauf qu'après, je pense que nos sociétés sont actuellement face à un questionnement, un choix à faire, qui est politique au sens large du terme, c'est quelle société nous voulons. Est-ce que nous voulons une société plus juste, plus égalitaire, ou est-ce que nous voulons finalement que creuser le sillon de la discrimination et d'aller dans ce sens. La façon dont la France traite la question des Roms qui vivent sur son territoire est assez éclairante par rapport à ça aussi. Sans vouloir trop insister sur ce sujet, mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous considérons comme normal de traiter les Roms de cette façon-là parce que finalement ça se fait au profit d'autres personnes, ou alors on considère que le traitement qui est fait aux Roms, on ne peut pas s'en satisfaire, c'est injuste, c'est inqualifiable, parce que après, qu'est-ce qui se passe si on laisse faire ça? Qui sera touché ensuite? Ceux qui donnent comme solution toute faite et qui nous renvoient, nous, au discours de vous, les droits de l'homme, vous, les bisounours, vous ne pouvez pas évaluer les vraies questions, en fait, j'ai presque envie de dire c'est eux qui vivent dans un monde binaire de bisounours, parce que de dire on n'a qu'à virer tous les rangs de chez nous, ça ne règle pas la question. Non, ça se saurait. Et puis après, tous les porteurs, tous ceux qui portent ce discours-là, ils vont s'attaquer avec qui ensuite? Ils ne vont pas s'arrêter au Rhum. Hein. C'est pas parce qu'il n'y aura plus de Rhum en France qu'ils vont s'arrêter là. Après, ça sera qui? Ça sera petit à petit, ça va remonter et c'est tout qui s'est fait. Si vous permettez, je m'excuse d'abuser du micro, mais je voudrais dire deux choses. Premièrement, en ce qui concerne les Roms, je suis très favorable à la protection des populations roms, mais j'ai parfois tendance à voir, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné plusieurs États d'Europe centrale pour scolarisation des enfants roms dans des classes pour enfants handicapés, etc., que la protection des Roms est finalement plus facile parce que c'est un groupe que la protection de personnes isolées. Et il ne faudrait pas, on a parlé beaucoup de la pauvreté ce soir, il ne faudrait pas croire que la pauvreté en France se réduit à la population rom, et pas seulement en France, dans d'autres pays. Enfin, ça relancerait le débat, il est déjà un peu tard. Et quant à l'extrait de richesse, moi je crois, comme Isile Gachet, que bien entendu, les inégalités économiques favorisent la corruption et finalement pénalisent les pauvres, mais il ne faut pas non plus croire que tous les riches violent les droits de l'homme. Regardez ce que fait Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, je ne sais pas si c'est le plus riche ou le deuxième ou le troisième, mais il fait pas de l'assistanat, justement, il fait du mécénat intelligent qui permet de faire progresser les droits de l'homme dans beaucoup de parties du monde. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, où tous les riches, je ne dirais pas, pour terminer, parce que ça serait paradoxal, je ne dirais pas comme Jean Gabin dans la traversée de Paris, salaud de pauvre, mais je dirais quand même, ne dites pas trop vite salaud de riche. Je ne suis ni riche ni pauvre.